Le 23 octobre 1982, le commissaire principal Jean-Claude Morel, un enquêteur vétéran de 38 ans de la police judiciaire de Lyon, une série de meurtres rituels qui avaient terrorisé les banlieues lyonnaises pendant des mois. Morel, connu pour ses méthodes d'enquête méticuleuses et son dévouement inébranlable à la justice, était employé par la police judiciaire du Rhône depuis 16 ans, ayant obtenu des décorations pour son travail sur des affaires de crime organisé, des enquêtes sur le trafic de drogue et des cas d'homicide que d'autres détectives avaient abandonnés comme insolubles. L'officier décoré était particulièrement obsédé par un schéma de meurtre impliquant de jeunes femmes qui avaient été trouvées dans des bâtiments abandonnés dans toute la banlieue sud, chaque victime montrant des preuves de torture rituelle élaborées et de mutilation qui suggéraient le travail soit d'un culte hautement organisé, soit d'un individu avec une connaissance approfondie des pratiques occultes. Ce soir fatidique d'octobre, Morel avait dit à son partenaire, l'inspecteur Pierre Dubois, qu'il avait reçu un tuyau anonyme concernant un suspect potentiel et qu'il allait vérifier une usine abandonnée dans le 8e arrondissement, où des témoins prétendaient avoir vu de l'activité suspecte pendant les heures nocturnes. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Le dernier contact radio de Morel avec le dispatch eut lieu à 22h15, quand il rapporta être arrivé sur les lieux et déclara qu'il maintiendrait le silence radio pendant qu'il menait sa surveillance, une procédure standard pour les enquêtes sous couverture qui nécessitait discrétion et furtivité. Quand Morel ne se manifesta pas dans le délai convenu de 2 heures et ne répondit pas aux appels radio répétés, son partenaire Dubois demanda immédiatement des renforts et initia une recherche de l'emplacement de l'usine. La recherche initiale révéla le véhicule de police banalisé de Morel garé dans une ruelle derrière le bâtiment, moteur encore en marche et portière conducteur laissée grande ouverte. Mais le détective lui-même était introuvable malgré une fouille exhaustive de l'usine à plusieurs étages et de la zone environnante par des unités canines et plusieurs équipes de recherche. 14 ans plus tard, en 1996, des ouvriers du bâtiment rénovant la même usine feraient une découverte si troublante et inexplicable qu'elle défierait tout ce que les forces de l'ordre pensaient savoir sur l'affaire et révélerait une vérité si horrible que beaucoup des enquêteurs impliqués nécessiteraient un soutien psychologique pour traiter ce qu'ils avaient découvert dans les niveaux de sous-sol cachés du bâtiment. L'enquête initiale dirigée par le divisionnaire Marc Rousseau de la police judiciaire du Rhône devint l'une des recherches de personnes disparues les plus étendues de l'histoire du département, impliquant des agences fédérales, des équipes spécialisées de recherche et sauvetage, et des entretiens approfondis avec tous ceux connectés aux affaires en cours de Morel et à sa vie personnelle. La recherche révéla les complexités inhérentes à enquêter sur la disparition d'un officier de police qui travaillait sur plusieurs affaires sensibles, impliquant des criminels dangereux, des figures du crime organisé et des individus avec accès à des ressources qui pourraient de faciliter l'élimination de menaces à leurs opérations. Les enquêteurs passèrent méticuleusement en revue tous les dossiers d'affaires actives de Morel, incluant des rapports détaillés sur les meurtres rituels qu'il enquêtait, des dossiers financiers de suspects sous surveillance et des notes d'informateurs confidentiels qui avaient fourni des informations sur les activités de culte dans la région lyonnaise. L'analyse de la vie personnelle de Morel ne révéla aucune dette significative, problème marital ou changement comportemental qui pourrait suggérer une disparition volontaire, et les entretiens avec sa femme, ses enfants et sa famille élargie confirmèrent qu'il attendait avec impatience la prochaine communion de sa fille et n'avait fait aucune préparation qui indiquerait un départ planifié. L'enquête s'étendit pour inclure la possibilité que Morel avait été éliminé par des figures du crime organisé ou des membres de culte qui avaient découvert son enquête, avec une attention particulière à un suspect connu seulement sous le nom de l'architecte, qui avait été mentionné dans plusieurs témoignages liés au meurtre rituel, mais n'avait jamais été identifié positivement. Les équipes de recherche utilisèrent des chiens pisteurs pour examiner l'usine de manière exhaustive, tandis que des unités spécialisées avec radar de pénétration du sol scannèrent les sols du bâtiment et les terrains environnants pour toute indication de terre perturbée ou d'espace caché où Morel aurait pu être dissimulé.
Les autorités enquêtèrent également sur la possibilité que Morel avait été kidnappé et transporté vers un autre lieu, considérant que la nature rituelle des meurtres qu'il enquêtait suggérait des auteurs avec accès à des propriétés privées ou des emplacements reculés où ils pourraient mener leurs activités sans détection. Alors que les semaines se transformaient en mois sans progrès significatif, l'enquête commença à considérer des scénarios plus troublants, incluant la possibilité que Morel était devenu une victime des mêmes individus responsables des meurtres rituels, devenant potentiellement le sujet de la même torture élaborée et mutilation qui avait caractérisé les autres scènes de crime. L'affaire attira une attention médiatique considérable à travers la France, avec les journaux et stations de télévision fournissant des mises à jour régulières sur l'effort de recherche et la famille de Morel organisant des veillées communautaires pour maintenir la conscience publique et la pression sur les forces de l'ordre pour continuer leurs efforts. Malgré l'implication d'analystes comportementaux du FBI, de spécialistes en crimes occultes et d'experts médico-légaux de multiples juridictions, aucune preuve concrète du sort de Morel ne fut découverte pendant la période d'enquête initiale, laissant sa famille et ses collègues aux prises avec l'incertitude quant à savoir s'il était mort ou retenu captif par ses ravisseurs. Les 14 années qui suivirent la disparition du commissaire Morel furent marquées par les efforts implacables de sa famille pour maintenir l'affaire active et trouver des réponses, tout en gérant le traumatisme psychologique et les difficultés financières que son absence avait apportées à leur vie. L'épouse de Morel, Marie-Claire, devint une défenseuse infatigable des officiers de police disparus, organisant des services commémoratifs annuels, faisant pression pour des protocoles de sécurité améliorés pour les officiers, et maintenant une pression constante sur la police judiciaire pour continuer à enquêter sur l'affaire de son mari, même quand de nouveaux cas prenaient la priorité et les ressources. Les enfants de Morel, Philippe âgé de 19 ans et Catherine âgée de 17 ans au moment de sa disparition, grandirent sous l'ombre du sort mystérieux de leur père, nécessitant des conseils approfondis et des services de soutien pour les aider à traiter le traumatisme d'avoir un parent disparaître sans explication ni clôture. La famille utilisa leurs économies et contracta des emprunts pour embaucher des enquêteurs privés spécialisés dans les cas de personnes disparues, incluant des experts en déprogrammation de culte, enquête sur le crime organisé et analyses médico-légales qui passèrent en revue les dossiers de l'affaire en utilisant des techniques plus avancées que celles disponibles pendant l'enquête originale. Pendant cette période étendue, la famille reçut des dizaines de fausses pistes et de réclamations frauduleuses d'individus cherchant l'argent de récompense qui avaient été offerts pour des informations sur le sort de Morel, chaque percée potentielle nécessitant une enquête coûteuse pour aboutir seulement à des impasses ou à une tromperie délibérée. La police judiciaire du Rhône, où Morel avait travaillé, connut des changements significatifs de personnel et de direction pendant la période de 14 ans, avec de nouveaux détectives prenant en charge la charge de travail de Morel et tentant de résoudre les meurtres rituels qui avaient initialement mené à son enquête, mais sans succès. L'usine où Morel avait disparu devint une sorte de repère local avec des explorateurs urbains, des enquêteurs paranormaux et des chercheurs de curiosité tentant régulièrement d'obtenir l'accès au bâtiment malgré sa fermeture officielle et les mesures de sécurité, menant à de nombreuses arrestations pour intrusion et préoccupations de sécurité. La couverture médiatique de l'affaire diminua avec le temps, avec des articles d'anniversaire occasionnels et des spéciaux télévisés revisitant le mystère, mais n'offrant aucune nouvelle perspective ou développement qui pourrait faire avancer l'enquête ou fournir de l'espoir à la famille de Morel. Les meurtres rituels que Morel avait enquêtés cessèrent également après sa disparition, menant certains enquêteurs à spéculer que son sort et les crimes étaient connectés, mais sans preuve physique ou témoins. Ces théories restèrent des hypothèses non prouvées, plutôt que des pistes exploitables. Alors que 1996 approchait, la famille de Morel avait commencé à perdre espoir de jamais trouver des réponses, avec certains proches suggérant qu'il pourrait être temps d'accepter qu'il était décédé et de se concentrer sur l'avancement. Mais Marie-Claire Morel resta inflexible dans sa détermination d'apprendre la vérité sur le sort de son mari. L'anniversaire de la disparition de Morel devint une observance annuelle dans la communauté française d'application de la loi, servant de rappel des dangers affrontés par les officiers
enquêtant sur les criminels les plus dangereux et l'importance des protocoles de sécurité des officiers, des procédures de sauvegarde et des systèmes de communication conçus pour prévenir des disparitions similaires. Le 12 juin 1996, 14 ans après la disparition du commissaire Morel, une équipe de construction embauchée pour rénover l'usine abandonnée pour sa conversion en appartement loft fit une découverte accidentelle qui rouvrirait l'affaire de la manière la plus troublante possible quand ils découvrirent une entrée cachée vers des niveaux de sous-sol précédemment inconnus que les dossiers du bâtiment n'avaient jamais documentés. Les ouvriers du bâtiment, dirigés par le contremaître Antoine Lefebvre de Service de rénovation lyonnais, avaient été chargés d'installer de nouveaux systèmes électriques dans tout le bâtiment quand ils remarquèrent des incohérences structurelles dans le sol du sous-sol, qui suggéraient la présence d'espaces supplémentaires sous la fondation officielle du bâtiment. Utilisant des marteaux-piqueurs pour percer ce qui semblait être un seau de béton couvrant une section du sol du sous-sol, l'équipe de Lefebvre découvrit un escalier étroit menant vers le bas, à une série de chambres souterraines qui semblaient avoir été construites spécifiquement pour la dissimulation des inspecteurs de bâtiments et des officiels de la ville. Quand Lefebvre descendit les escaliers avec des lampes de poche haute puissance pour évaluer l'espace pour des problèmes structurels potentiels, il rencontra ce qu'il décrivit plus tard aux enquêteurs comme la scène la plus cauchemardesque imaginable. Un complexe de salles interconnectées qui avait clairement été utilisé pour la torture rituelle et le meurtre de multiples victimes sur une période étendue. Les chambres souterraines contenaient des preuves de violence systématique, à une échelle qui éclipsait tout ce que les forces de l'ordre françaises avaient précédemment rencontré, incluant des dispositifs de torture élaborés, des autels construits à partir d'os humains, des murs couverts de symboles occultes peints dans ce que l'analyse médico-légale confirmerait plus tard être du sang humain, et des chambres de préservation contenant des restes humains partiels à diverses étapes de décomposition. Lefebvre contacta immédiatement la police judiciaire, qui dépêcha l'équipe de déminage avant de permettre aux enquêteurs de scènes de crime d'entrer dans l'espace à cause des préoccupations concernant les pièges ou autres dangers qui auraient pu être laissés par les auteurs. L'examen médico-légal initial des chambres souterraines révéla des preuves suggérant que l'espace avait été activement utilisé à des fins criminelles d'approximativement 1981 à 1982, coïncidant exactement avec la chronologie à la fois des meurtres rituels que Morel avait enquêtés et de sa propre disparition. Les techniciens de scènes de crime découvrirent des objets personnels appartenant au commissaire Morel éparpillés dans les chambres, incluant son arme de service, son insigne, son portefeuille et des portions de ses vêtements, suggérant qu'il avait été amené à cet endroit et retenu ici pendant une période étendue, avant que son sort ultime soit déterminé. La découverte ne fournit pas seulement des réponses sur la disparition de Morel, mais révéla également la véritable portée de l'opération criminelle qu'il avait enquêtée, exposant un réseau de meurtres rituels et de tortures qui avait opéré avec des méthodes de dissimulation sophistiquées conçues pour éviter la détection par les agences d'application de la loi. L'analyse médico-légale des chambres souterraines, menée par un groupe de travail conjoint incluant des détectives d'homicide de la police judiciaire, des analystes comportementaux du FBI et des consultants spécialistes en crimes rituels, révéla des preuves si troublantes que beaucoup d'aspects de l'enquête furent classifiés pour prévenir la panique publique et protéger l'intégrité des enquêtes connexes en cours. Docteur Isabelle Fontaine, la pathologiste médico-légale principale assignée à l'affaire, détermina que les chambres avaient été le site d'au moins 58 meurtres individuels commis entre 1981 et 1982, avec des victimes allant en âge de 15 à 52 ans, et incluant à la fois les victimes précédemment connues de l'enquête originale de Morel et de nombreux individus supplémentaires, dont les disparitions n'avaient jamais été connectées à la série de meurtres rituels. La nature sophistiquée de l'installation souterraine, qui incluait des systèmes de ventilation, de l'énergie électrique, des dispositifs de contrainte spécialisés et de l'équipement de préservation, indiquait que les auteurs avaient investi un temps, de l'argent et une planification considérable dans la création d'un endroit où ils pourraient mener leurs activités pendant des périodes étendues,
sans risque de découverte. L'analyse des preuves physiques trouvées dans les chambres révéla que le commissaire Morel avait été retenu captif dans l'installation pendant approximativement 10 semaines après sa disparition initiale, pendant lesquelles il avait été soumis aux mêmes procédures de torture rituelle qui avaient été infligées aux autres victimes, comme en témoignait l'examen médico-légal de ses restes et effets personnels. Les chambres de préservation contenaient de la documentation détaillée des procédures de torture, incluant des photographies, des enregistrements vidéo et des journaux écrits décrivant la signification rituelle de diverses méthodes de torture et la croyance des auteurs que leurs actions faisaient partie de cérémonies religieuses conçues pour gagner du pouvoir surnaturel à travers la souffrance de leurs victimes. Encore plus troublant fut la découverte que les auteurs avaient systématiquement sélectionné des victimes basées sur des critères spécifiques liés à leurs occupations, structures familiales et caractéristiques personnelles, suggérant un niveau de planification et de surveillance qui leur avait permis d'identifier et de cibler des individus qui seraient idéaux pour leurs fins rituelles. L'analyse médico-légale des dispositifs de torture trouvés dans les chambres révéla des preuves qu'ils avaient été fabriqués sur mesure par des individus avec une connaissance étendue à la fois de l'anatomie humaine et de l'ingénierie mécanique, indiquant que l'opération impliquait de multiples auteurs avec des compétences spécialisées et l'accès à des ressources qui leur permettaient de créer de l'équipement sophistiqué pour leurs activités criminelles. La documentation trouvée dans les chambres incluait également des plans détaillés pour étendre leurs opérations à d'autres villes, suggérant que l'installation lyonnaise était destinée à être le prototype pour un réseau beaucoup plus large de sites de meurtres rituels qui auraient permis aux auteurs de continuer leurs activités à l'échelle nationale. L'enquête sur l'histoire de propriété du bâtiment révéla un réseau complexe de sociétés écrans et de transactions frauduleuses, conçues pour dissimuler la véritable identité des individus qui avaient acheté et modifié l'usine, avec des dossiers financiers indiquant des connexions à des figures du crime organisé, des praticiens occultes et des individus riches qui avaient fourni le financement pour la construction et l'opération de l'installation. L'enquête criminelle qui suivit la découverte des chambres souterraines déclencha la plus grande opération de groupe de travail conjoint de l'histoire des forces de l'ordre françaises, impliquant des agences fédérales, des organisations internationales d'application de la loi et des unités spécialisées focalisées sur le crime organisé, les activités de culte et les cas de meurtre rituels. L'analyse ADN des preuves biologiques récupérées des chambres produisit des correspondances avec plusieurs individus dans les bases de données criminelles nationales et internationales, menant à l'identification d'un groupe central d'auteurs qui avaient été impliqués dans des crimes similaires dans d'autres juridictions, incluant des villes en Allemagne, en Italie et plusieurs pays d'Europe de l'Est où des meurtres rituels comparables avaient eu lieu pendant la même période. L'enquête révéla que l'opération lyonnaise avait été partie d'un réseau international d'individus qui partageaient un système de croyances, qui combinait des éléments de pratiques religieuses anciennes, d'occultisme moderne et de théories élaborées sur l'obtention de pouvoirs surnaturels à travers la torture systématique et le meurtre de victimes soigneusement sélectionnées. Confrontés à des preuves physiques accablantes les liant au crime, plusieurs suspects fournirent des confessions détaillées qui révélèrent la véritable portée des activités du réseau et les rôles spécifiques joués par différents membres dans la sélection des victimes, la conduite des meurtres rituels et la dissimulation des preuves de leurs crimes. Les confessions révélèrent que le commissaire Morel avait été spécifiquement ciblé pour élimination, après que les auteurs découvrirent que son enquête approchait de découvertes révolutionnaires qui auraient exposé leurs opérations, avec un de leurs membres ayant infiltré la police judiciaire comme employé civil et fournissant des informations internes sur le progrès de l'affaire de Morel. Le réseau avait surveillé les activités de Morel pendant plusieurs semaines avant sa disparition, apprenant ses méthodes d'enquête, identifiant ses sources d'informations et planifiant un piège élaboré qui leur permettrait de le capturer sans éveiller de soupçons immédiats de ses collègues ou superviseurs. La capture de Morel avait été destinée à servir de multiples buts dans le système de croyance du groupe: éliminer une menace à leurs opérations, obtenir des informations sur d'autres enquêtes d'application de la loi qui pourraient les affecter,
et mener une torture rituelle sur une victime dont l'occupation comme officier d'application de la loi était crue fournir des bénéfices surnaturels particuliers selon leurs pratiques occultes. L'enquête révéla également que Morel n'avait pas été le seul officier d'application de la loi ciblé par le réseau, avec des preuves indiquant que des opérations similaires avaient été planifiées ou tentées contre des détectives dans d'autres villes qui enquêtaient sur des meurtres rituels comparables. Bien que Morel semblait avoir été le seul officier qui avait été capturé et assassiné avec succès. Les activités du réseau s'étaient étendues bien au-delà du simple meurtre, englobant le trafic humain, le blanchiment d'argent, la distribution de drogue et diverses formes de crimes organisés qui avaient fourni les ressources financières nécessaires pour maintenir leurs installations élaborées et continuer leurs opérations à travers de multiples juridictions pendant des périodes étendues. Les preuves récupérées des chambres incluaient également des dossiers détaillés des activités de recrutement du réseau, montrant comment ils avaient identifié et endoctriné de nouveaux membres, en ciblant des individus avec des histoires de violence, des intérêts occultes ou des vulnérabilités psychologiques qui les rendaient susceptibles à la manipulation et au contrôle par la direction du groupe. Les conséquences légales et sociales de l'affaire du commissaire Morel s'étendirent bien au-delà des poursuites criminelles des individus directement impliqués, déclenchant des réformes complètes dans les protocoles de sécurité d'application de la loi, les systèmes de communication interagences et les procédures pour enquêter sur les groupes de crimes organisés avec des éléments occultes ou rituels. Les auteurs principaux, incluant le chef du réseau qui avait été identifié comme l'architecte de l'enquête originale de Morel, reçurent de multiples sentences de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré, conspiration, enlèvement et de nombreuses autres charges liées à leurs activités criminelles étendues couvrant de multiples juridictions et pays. L'affaire inspira la création de la loi Morel, législation fédérale exigeant que toutes les agences d'application de la loi implémentent des protocoles de sécurité améliorés pour les officiers menant des enquêtes solo, incluant des procédures de sauvegarde obligatoires, des systèmes de suivi GPS en temps réel et des exigences de check-in régulières conçues pour prévenir que des disparitions similaires se produisent à l'avenir. La police judiciaire établit l'unité mémorial commissaire Jean-Claude Morel, un groupe de travail spécialisé dédié à enquêter sur des affaires impliquant des groupes de crimes organisés avec des éléments rituels ou occultes, équipés de formations avancées, d'équipements spécialisés et d'accès direct aux ressources fédérales qui n'avaient pas été disponibles pendant l'enquête originale de Morel. La famille de Morel utilisa les règlements légaux substantiels de l'affaire pour établir la Fondation Morel pour la sécurité des officiers, qui fournit formation, équipement et services de soutien aux agences d'application de la loi nationalement, se concentrant particulièrement sur les défis uniques affrontés par les officiers, enquêtant sur des groupes de crimes organisés avec des méthodologies criminelles non traditionnelles. L'usine où Morel fut trouvé fut entièrement démolie après l'achèvement de l'enquête médico-légale, avec le site étant converti en un parc mémorial dédié aux officiers d'application de la loi qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, servant de rappel permanent des dangers affrontés par ceux qui enquêtent sur les criminels les plus dangereux de la société. L'histoire de Morel devint une étude de cas utilisée dans les académies de police, les programmes de formation d'application de la loi fédérale et les cours de justice criminelle à travers la France, enseignant l'importance des procédures de sauvegarde, la reconnaissance des indicateurs de crimes organisés et les défis spécifiques impliqués dans l'enquête sur des groupes qui combinent activités criminelles avec des éléments rituels ou religieux. Les révélations de l'enquête sur la portée internationale des réseaux de meurtres rituels menèrent à une coopération améliorée entre les agences d'application de la loi mondialement, avec de nouveaux protocoles pour partager des informations sur des crimes similaires et des procédures d'enquête coordonnées conçues pour prévenir de tels réseaux d'opérer à travers les frontières juridictionnelles. L'affaire provoqua également des changements significatifs dans les procédures d'inspection de bâtiments et les systèmes de vérification de propriété, rendant plus difficile pour les organisations criminelles d'acquérir et de modifier des propriétés à des fins illégales sans détection par les agences réglementaires.
Les systèmes de soutien en santé mentale pour les officiers d'application de la loi et leurs familles furent significativement étendus en réponse aux traumatismes psychologiques expérimentés par tous ceux impliqués dans l'enquête. Reconnaissance que les affaires impliquant violence extrême et éléments rituels nécessitent des conseils spécialisés et des services de soutien au-delà de ceux typiquement disponibles au personnel d'application de la loi. Une décennie après la découverte qui avait finalement fourni des réponses sur le sort du commissaire Morel, l'impact de son affaire continuait d'influencer les pratiques d'application de la loi et les protocoles de sécurité des officiers à travers l'Europe et internationalement, tandis que sa mémoire servait de rappel puissant des dangers extrêmes qui peuvent être affrontés par les officiers enquêtant sur des groupes de crimes organisés avec des éléments rituels ou occultes. La Fondation Morel avait grandi pour devenir une organisation internationale fournissant formation de sécurité des officiers à plus de 80 000 personnels d'application de la loi annuellement, ayant distribué de l'équipement de communication avancé, des dispositifs de suivi GPS et des systèmes d'alerte d'urgence aux départements de police, dans tous les départements français, et plusieurs agences internationales d'application de la loi. Les avancées technologiques inspirées par l'affaire avaient résulté dans le développement de systèmes intégrés de sécurité des officiers, qui combinaient surveillance de localisation en temps réel, transmission automatique de signal de détresse et protocole de réponse rapide, qui pourraient mobiliser des unités de sauvegarde en minutes, de détecter la détresse d'officiers ou l'échec de communication. La loi Morel avait été adoptée par tous les départements et avait inspiré une législation similaire dans de multiples pays, établissant des standards internationaux pour la sécurité des officiers pendant les enquêtes solo et créant des exigences légales pour les systèmes avancés de communication et de suivi qui avaient été développés en réponse à l'affaire. Les enfants de Morel, Philippe et Catherine, maintenant adultes travaillant dans l'application de la loi et la défense des victimes respectivement, avaient trouvé un but en continuant le travail de leur père, en développant des programmes de formation qui enseignaient aux officiers comment reconnaître et enquêter sur des groupes de crimes organisés avec des méthodologies criminelles, non traditionnelles et des éléments rituels. L'affaire avait inspiré de multiples documentaires, livres et matériaux de formation qui éduquèrent le personnel d'application de la loi sur les indicateurs spécifiques de crimes rituels, les techniques d'enquête les plus efficaces contre les groupes organisés avec des éléments occultes, et les ressources de soutien psychologique nécessaires pour les officiers et enquêteurs travaillant de telles affaires. L'unité mémoriale commissaire Jean-Claude Morel s'était étendue pour devenir un centre de ressources internationales, fournissant des services de consultation aux agences d'application de la loi mondialement, quand elles rencontraient des affaires impliquant des meurtres rituels, des éléments de crimes occultes, ou des groupes organisés combinant activités criminelles avec des pratiques religieuses ou pseudo-religieuses. Les techniques médico-légales développées pendant l'enquête Morel avaient trouvé des applications plus larges dans les enquêtes criminelles, étant utilisées par les départements de police internationalement pour examiner des espaces cachés dans les bâtiments, analyser des scènes de crimes rituels et identifier des preuves physiques qui pourraient être négligées en utilisant des méthodes médico-légales traditionnelles. Les programmes éducatifs, inspirés par l'affaire, avaient atteint des millions d'officiers d'application de la loi mondialement, fournissant des informations vitales sur la reconnaissance des signes d'avertissement de crimes rituels, la compréhension de la psychologie des individus impliqués dans des activités criminelles occultes, et l'accès aux ressources spécialisées qu'en rencontrant des affaires qui nécessitent une expertise au-delà des méthodes traditionnelles d'enquête criminelle. Le parc mémorial établi au site où Morel fut trouvé était devenu une destination de pèlerinage pour les officiers d'application de la loi et leurs familles, servant à la fois comme tribu à Morel et centre éducatif, où les visiteurs pourraient apprendre sur les procédures de sécurité des officiers et l'importance de maintenir la vigilance contre les groupes de crimes organisés qui posent des dangers extrêmes aux officiers enquêteurs. 15 ans après que la vérité sur le sort du commissaire Morel fut finalement révélée, son nom était devenu synonyme de sécurité des officiers et de la lutte contre les groupes de crimes organisés qui utilisent la violence rituelle et les pratiques occultes pour promouvoir leurs objectifs criminels.
Son nom apparaît sur la législation de sécurité des officiers dans de multiples pays, sur des systèmes avancés de communication et de suivi implémentés dans des milliers de départements de police, et dans des programmes de formation qui ont éduqué des centaines de milliers d'officiers d'application de la loi sur la reconnaissance et l'enquête du crime rituel et des groupes organisés avec des éléments occultes. La Fondation Morel avait évolué en une organisation internationale avec un budget annuel de plus de 35 millions d'euros, finançant la recherche en technologie de sécurité des officiers, fournissant des programmes de formation spécialisés pour les agences d'application de la loi mondialement, et plaidant pour des politiques gouvernementales qui renforçaient les protections pour les officiers enquêtant sur des groupes dangereux de crimes organisés. Marie-Claire Morel, maintenant reconnue internationalement comme une défenseuse leader de la sécurité des officiers d'application de la loi, avait trouvé que transformer sa tragédie personnelle en action positive avait fourni à la fois guérison et but dans les décennies depuis le meurtre de son mari, devenant une figure respectée dans la communauté d'application de la loi et les mouvements de défense des victimes. Les techniques d'enquête et protocoles de sécurité développés en réponse à l'affaire Morel avaient été adoptés par les agences d'application de la loi dans de multiples pays, affrontant des défis similaires avec des groupes de crimes organisés qui combinent des activités criminelles traditionnelles avec des éléments rituels ou religieux, créant un réseau international d'unités spécialisées formées pour gérer de telles affaires de manière sûre et efficace. L'histoire avait inspiré des changements fondamentaux dans la façon dont les agences d'application de la loi approchaient les affaires, impliquant des groupes de crimes organisés avec des éléments non traditionnels, avec beaucoup de départements implémentant des programmes de formation spécialisés, des procédures d'acquisition d'équipements avancés et des services de soutien psychologique conçus spécifiquement pour protéger les officiers travaillant sur des affaires impliquant de la violence, rituels ou des activités criminelles occultes. Les technologies médico-légales développées pendant l'enquête Morel avaient trouvé des applications bien au-delà de l'application de la loi, étant utilisées par des archéologues, anthropologues et autres chercheurs pour examiner des espaces cachés, analyser des sites rituels et comprendre les pratiques de groupes historiques et contemporains qui combinent des croyances religieuses avec de la violence extrême. Les protocoles de coopération internationale développés en réponse à l'affaire avaient facilité l'enquête et la poursuite de réseaux de crimes organisés similaires dans d'autres pays, menant à la perturbation de multiples organisations criminelles internationales qui avaient utilisé la violence rituelle à la fois comme méthodologie criminelle et outil pour maintenir le contrôle sur leurs membres et territoires. L'affaire avait également inspiré des avancées significatives dans la compréhension psychologique des individus qui participent dans des groupes organisés qui combinent activités criminelles avec des éléments rituels, contribuant au développement de techniques d'entretien plus efficaces, méthodes d'analyse comportementale et programmes de réhabilitation pour les individus qui avaient été impliqués dans de tels groupes, soit volontairement, soit par coercition. Aujourd'hui, plus de 4 décennies après que le commissaire Jean-Claude Morel ait commencé sa dernière enquête sur les meurtres rituels qui coûteraient ultimement sa vie, son héritage vit dans chaque protocole de sécurité qui protège un officier enquêteur, chaque système de communication avancé qui assure une réponse rapide aux appels de détresse d'officiers, et chaque unité spécialisée formée pour gérer des affaires, impliquant des groupes de crimes organisés avec des éléments rituels ou occultes. Les technologies avancées inspirées par son affaire ont évolué en des systèmes complets de sécurité des officiers, qui combinent intelligence artificielle, surveillance biométrique en temps réel et protocoles automatiques de réponse d'urgence, qui peuvent détecter la détresse d'officiers et mobiliser l'assistance même quand les officiers sont incapables de communiquer manuellement leurs besoins d'aide. La communauté française d'application de la loi, autrefois vulnérable aux dangers extrêmes posés par les groupes de crimes organisés utilisant la violence rituelle et des méthodes d'occultation élaborées, opère maintenant sous certains des protocoles de sécurité des officiers les plus avancés du monde, avec des systèmes de communication, des procédures de sauvegarde et des programmes de formation spécialisés qui ont été développés spécifiquement
pour prévenir que les officiers subissent le sort qui échut à Morel. La famille Morel, bien que marquée à jamais par la perte horrible de leur mari et père, avait trouvé un but et une guérison à travers leur travail infatigable pour protéger d'autres officiers, transformant leur tragédie personnelle en une force puissante pour le changement positif qui a sauvé les vies d'innombrables officiers d'application de la loi qui auraient autrement pu affronter des dangers similaires en enquêtant sur des groupes de crimes organisés avec des méthodologies de violence extrêmes. Les techniques d'enquête et protocoles de sécurité développés en réponse à l'affaire Morel ont été adoptés par des pays mondialement affrontant des défis similaires avec des groupes de crimes organisés qui utilisent la violence rituelle, créant un réseau international d'unités spécialisées d'application de la loi formées pour gérer de telles affaires de manière sûre et efficace. Sa photographie, prise pendant des jours plus heureux quand il souriait fièrement en recevant une décoration pour son travail d'enquête, est affichée dans le mémorial comme rappel qu'il était un officier dédié avec une famille qui l'aimait, pas simplement une victime de violences criminelles, mais un individu dont la mort inspira des changements fondamentaux qui ont bénéficié à d'innombrables autres officiers à travers le monde. L'histoire de Morel continue d'être racontée dans les académies de police, centres de formation fédérale et conférences internationales d'application de la loi qui enseignent aux nouvelles générations d'officiers l'importance des protocoles de sécurité, des procédures de sauvegarde et de la formation spécialisée en enquêtant sur des groupes de crimes organisés qui posent des dangers extrêmes au personnel enquêteur. Les systèmes qui protègent maintenant les officiers d'application de la loi pendant les enquêtes dangereuses sont si avancés que beaucoup d'officiers ne réalisent jamais les multiples couches de surveillance de sécurité opérant autour d'eux, du suivi GPS aux capteurs biométriques, qui peuvent détecter des indicateurs de stress et alerter automatiquement les superviseurs aux situations potentielles de détresse d'officiers. Chaque officier qui rentre à la maison en sécurité après enquêter sur des affaires dangereuses de crimes organisés porte avec lui un peu de l'héritage du commissaire Jean-Claude Morel. Et chaque enquête réussie de crimes rituels qui est complétée sans victime d'officier accomplit la promesse implicite que son sacrifice ne fut pas en vain. Son histoire démontre que même les tragédies les plus horribles peuvent être transformées en force pour le bien, quand l'amour, la détermination et l'engagement à protéger les autres se combinent pour créer des changements durables qui sauvent des vies et honorent la mémoire de ceux qui sont morts en servant leur communauté et en protégeant la société de ces criminels les plus dangereux.